Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'agence EBP avec le docteur Angela Cadogan qui nous vient de Nouvelle-Zélande et qui est actuellement en Nouvelle-Zélande et qui sera traduite par Nolwenn ce soir, Nolwenn Poquier qui est traductrice pour l'agence EBP et qui est basée à Orléans. Donc voilà, merci de nous faire confiance pour votre formation continue. Ce soir, sujet instabilité d'épaule et raideur d'épaule. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Flavio Bonnet, je suis un des cofondateurs de l'agence EBP. L'agence EBP, c'est un organisme de formation qui invite les meilleurs chercheurs et cliniciens internationaux à faire des formations en France. Donc Angela fait partie de ce panel de maintenant 50 enseignants répartis dans 11 pays différents qu'on vous propose en e-learning ou en formation présentielle. Et on a une super team de traducteurs et traductrices dont Nolwenn fait partie, qui vous permet d'avoir toute cette connaissance-là en français, ce qui facilite énormément les choses dans l'apprentissage et dans la rétention de toutes ces informations-là. Donc voilà, j'espère que ce webinaire va vous plaire. Je vous dis à très très bientôt. Je passe la parole à Angela Cadogan et Nolwenn Poquier. Merci beaucoup. There you go, Angela. Okay, thank you very much, Flavio, for organising the webinar, and thank you, Nolwenn, for translating. Merci à Flavio d'organiser ce webinaire et je me remercie du coup pour la traduction. Okay, I am going to share my screen now, and yeah. Just checking, can you see the screen? Yeah, all good. Yep. Yeah, that's perfect, Angela. Thanks. All right. So I'm really glad to be here, and thank you to all of you for your interest and joining the webinar. Donc elle est très heureuse d'être là ce soir et elle vous remercie à tout le monde pour votre intérêt pour ce webinaire. I'm Angela Cadogan. Flavio has introduced me already, and I'm going to be talking today primarily about the clinical diagnosis of shoulder pain. Donc elle s'appelle Angela Cadogan, Flavio l'a présentée, et on va principalement aujourd'hui parler du diagnostic clinique des douleurs d'épaule. Okay, I'll introduce a bit more about me. Donc elle va un petit peu plus se présenter. So I live in Christchurch in New Zealand, and it is now Wednesday morning, so you are coming to me in the future. Donc elle habite à Christchurch en Nouvelle-Zélande et pour elle c'est déjà mercredi matin, donc là elle nous parle depuis le futur. And this is my hometown of Christchurch, and here I work. I have 3 main jobs. Et donc voilà, c'est une photo du coup de Christchurch où elle habite et elle a 3 emplois principaux. I run my own private practice where I only see shoulder pain. Donc elle a son propre cabinet de kiné où elle voit uniquement des patients qui ont des douleurs d'épaule. I also work in orthopedic triage with shoulder surgeons. Elle travaille aussi sur des questions de triage avec des chirurgiens orthopédiques. And in both of my jobs, one of my main roles is diagnostic assessments for people with shoulder pain. Et dans ces 2 exercices, son rôle principal, c'est vraiment l'évaluation diagnostique des patients qui ont des douleurs d'épaule. In New Zealand and in many other countries, physiotherapists now have direct access, and diagnosis is becoming a really important part of direct access care. Et donc en Nouvelle-Zélande, comme dans beaucoup d'autres pays maintenant, les kinés ont l'accès direct et du coup le diagnostic est un élément très important du soin. In my third job, I also run online courses on shoulder pain, and thank you to the Agence EBP who run my shoulder course for me.
Et donc, son troisième travail, c'est donc de faire des formations en ligne sur les douleurs d'épaule. Et donc, elle remercie l'agence EBP de proposer cette formation. The two case studies that I'm presenting today are covered in the online learning lessons. Donc, les deux cas cliniques qu'elle va vous présenter aujourd'hui sont abordés dans son e-learning. Okay. Now, I have to mention this because Jeremy said I had to. Donc là, elle va vous parler de ça parce que Jeremy Lewis lui a dit qu'elle devait le faire. You may have seen this book already. This is Jeremy's new book, which is due out in early 2022, I believe. Donc ça, vous avez peut-être vu déjà cette couverture qui est donc le livre de Jeremy Lewis qui devrait sortir normalement début 2022. It is in English, but I believe it may be translated into French at some stage, possibly. Donc c'est un livre qui est en anglais, mais peut-être qu'il sera traduit en français. In this book, I worked with Jeremy on one of the main chapters on assessing and classifying musculoskeletal shoulder conditions. Et donc, dans ce livre, elle a participé avec Jérémy sur un des chapitres sur l'évaluation et la classification des pathologies musculo-squelettiques sur l'épaule. And this webinar will touch on some of the main points from the chapter in this book, but there is more detail in the book. So hopefully one day you'll be able to read that in French. Et donc, dans ce webinaire, elle va parler donc de différents points qui sont présents dans ce chapitre. Mais bien sûr, dans le livre, il y a beaucoup plus de détails. Donc, elle vous souhaite de pouvoir le lire un jour. Okay. So about the webinar today, I'm going to be covering these main points. Donc, pour aujourd'hui, pour ce soir sur le webinaire, on va parler de ces points-là. Diagnosis and why it is important. Donc, le diagnostic et en quoi est-ce que c'est important. How we can classify shoulder conditions in a way that helps our treatment decisions. Comment est-ce qu'on peut classifier les pathologies de l'épaule d'une façon qui va nous aider dans nos décisions de traitement. And then I'm going to present two case studies on the unstable shoulder and the stiff shoulder. Et elle va vous présenter deux études de cas, donc un sur une épaule instable et l'autre sur l'épaule raide. Okay. So the first question, diagnosis and why is it important? Just have to move. Donc la première question, c'est donc le diagnostic et pourquoi est-ce que c'est important? One of the main reasons is to reduce medical error. Donc une des raisons principales, c'est de réduire l'erreur médicale. In America, medical error is the third leading cause of death. Aux États-Unis, l'erreur médicale, c'est la troisième cause de mortalité. In physiotherapy, you might think, well, nobody dies if we get the wrong diagnosis. Donc peut-être que vous dites qu'en kiné, personne ne va mourir si on pose le mauvais diagnostic. But there are some serious medical conditions that, if we don't identify them, can lead to ongoing pain and disability. Mais il y a certaines pathologies que si elles sont mal diagnostiquées ou pas diagnostiquées, vont mener à des douleurs et une incapacité persistante. And some other conditions such as cancer or rheumatoid arthritic conditions that need medical management. Et il y a d'autres pathologies comme le cancer ou l'arthrite rhumatoïde qui vont nécessiter un traitement médical. So a missed diagnosis or delayed diagnosis can cause poor health outcomes if in the direct access environment. Donc, un mauvais diagnostic ou une erreur de diagnostic peut entraîner des résultats de santé, un état de santé du coup altéré dans le cas d'une prise en charge en accès direct. But diagnosis also helps us make decisions about treatment.
Le diagnostic, c'est aussi quelque chose qui va nous aider à prendre des décisions par rapport au traitement. Conditions such as fractures or traumatic rotator cuff tears may need surgery. Des pathologies comme une fracture ou des ruptures de coiffe traumatiques peuvent nécessiter une chirurgie. And we need to identify those so we can refer them to the appropriate place. Donc, on a besoin de les identifier pour pouvoir référer la personne dans un endroit qui sera approprié. Prognosis is another important reason for diagnosis. Le pronostic, c'est aussi une raison importante par rapport au diagnostic. For example, a frozen shoulder has a very different prognosis to glenohumeral osteoarthritis. Par exemple, l'épaule gelée va avoir un pronostic très différent comparativement à de l'arthrose gléno-humérale. So a prognosis helps us know whether the expectation is that the patient will improve or not improve, and over what period of time. Donc, le diagnostic, ça va nous permettre de connaître les attentes pronostiques sur est-ce que le patient va s'améliorer ou pas et sur quel laps de temps. And a diagnosis also helps in research. If we are researching a treatment for a particular condition, being able to define that condition is very important. Le diagnostic, c'est aussi quelque chose de très important en recherche, puisque si on étudie un traitement pour une pathologie particulière, être capable de bien diagnostiquer cette pathologie est quelque chose d'essentiel. And diagnosis also helps in health administration, in allocating health resources according to priorities. Et le diagnostic, c'est aussi important dans l'administration en santé, dans le fait d'allouer les bonnes ressources par rapport à une pathologie particulière. So I know that a lot of countries are working towards direct access for physiotherapists. Donc, elle sait que dans plusieurs pays, il y a des travaux pour autoriser l'accès direct au kiné. And this is where diagnosis becomes really important. Et c'est là où le diagnostic est quelque chose de très important. The first thing, if a patient presents to us before they have seen any medical practitioners, donc si un patient vient nous voir avant d'avoir vu aucun autre praticien de santé, we have to firstly ensure that their symptoms are not related to a serious medical condition. Il faut d'abord s'assurer que les symptômes ne viennent pas d'une autre pathologie médicale grave. We then have to identify, is there a specific pathoanatomic diagnosis that needs specific treatment? On doit ensuite s'assurer, savoir si les symptômes ne viennent pas d'un diagnostic anatomopathologique spécifique qui va nécessiter un traitement spécifique. And some examples of a pathoanatomic diagnosis are a fracture that may need surgery or immobilization. Des exemples comme cela de diagnostic anatomopathologique peuvent être par exemple la fracture qui peut nécessiter une chirurgie ou une immobilisation. An acute or traumatic large rotator cuff tear that may need surgery. Une rupture de coiffe massive, aiguë ou traumatique qui peut nécessiter de la chirurgie. Or osteoarthritis that might eventually need a shoulder joint replacement. Ou de l'arthrose qui peut potentiellement être candidat à une prothèse d'épaule. If we identify one of these things, our job is to then refer to the appropriate health professional. Donc, si on identifie ces choses-là, notre travail ensuite, c'est d'orienter la personne vers le praticien approprié. Once we have excluded the serious medical conditions or a specific anatomic diagnosis, we then can assess and treat just on the basis of symptoms. Donc, une fois qu'on a exclu toute pathologie médicale grave ou un diagnostic anatomopathologique,
on peut ensuite évaluer et traiter en se basant sur les symptômes. We also have to be aware, though, of some persistent pain presentations that might also need a different type of management. Et on doit aussi avoir conscience d'une autre présentation de type douleur persistante qui va nécessiter un autre type de prise en charge. So for the rest of this presentation, I'm going to be focusing on two conditions, looking more at the pathoanatomic diagnosis. Donc, pour le reste de la présentation, on va se focaliser sur deux pathologies qui sont donc plus centrées sur un diagnostic anatomopathologique. Okay. This is the classification system that I talk about in my e-learning. Donc, ça, c'est le système de classification dont elle parle dans son e-learning. The classification is based on systematic exclusion of one condition to enable you to identify the condition in the next category. Donc, c'est un système qui se base en fait sur une exclusion systématique de pathologie qui vous permet d'identifier la pathologie suivante. And the system is based on the order that you would use your examination, your clinical examination. Et c'est un système qui se base, qui utilise un ordre que vous allez utiliser dans votre examen clinique. We first identify if there is shoulder instability. Donc, on identifie d'abord s'il y a une instabilité d'épaule. Then if they have a stiff shoulder with a loss of passive range of motion. Ensuite, s'il y a une épaule raide avec une perte d'amplitude passive. If we have excluded those two conditions, if they have pain and weakness with their rotator cuff tests, then it's more likely to be a rotator cuff related problem. Ensuite, si on a exclu ces deux premières situations et que la personne a des douleurs et une faiblesse au niveau des tests musculaires de la coiffe des rotateurs, alors il est probable que la personne ait des douleurs liées à la coiffe des rotateurs. And if we have excluded the first three, then there's not many other things left in the shoulder that can cause symptoms, and the AC joint is one of those things. Et ensuite, si on a exclu les trois premières situations, il ne reste plus grand-chose dans l'épaule qui puisse causer des symptômes. Et l'articulation acromioclaviculaire est un endroit qui peut causer les symptômes. In the last webinar that I ran for the AJONS EBP, we talked about the diagnosis of the rotator cuff and the AC joint conditions. And tonight, I'll be talking to you about the unstable shoulder and stiff shoulder conditions. Donc, dans le dernier webinaire qu'elle a fait pour l'agence EBP, on avait parlé des douleurs liées à la coiffe des rotateurs et des douleurs liées à l'articulation acromioclaviculaire. Et donc, ce soir, on va parler de l'épaule instable et de l'épaule raide. Okay. So we'll start with the unstable shoulder. Donc, on commence avec l'épaule instable. For each of those categories, there is a key diagnostic test. Donc, pour chacune de ces catégories, il y a un test diagnostique clé. For the unstable shoulder, the key diagnostic test comes from the patient history or the subjective examination. Pour l'épaule instable, le test diagnostique clé vient en fait de l'anamnèse du patient ou de l'examen, l'évaluation subjective. If the patient reports to you a history of shoulder instability, either a subluxation or dislocation, that becomes the clinical diagnosis. Si le patient vous parle d'antécédents d'instabilité d'épaule, que ce soit une subluxation ou une luxation, alors ça correspond à votre test clé. Okay. But there are different causes of the instability, and those causes are what help us determine the appropriate treatment pathway. Mais il y a différentes causes d'instabilité et ce sont ces causes-là qui vont nous guider ensuite sur le type de traitement. Shoulder instability is classified either as traumatic instability, where there is a structural lesion in the shoulder. Donc, on peut classifier donc l'instabilité soit en instabilité traumatique, où il y a du coup une lésion structurelle.
or atraumatic instability, usually due to either laxity or altered muscle patterning. Ou bien, du coup, on a instabilité atraumatique, non traumatique, donc qui peut être soit liée à une laxité, soit à un schéma musculaire altéré. And depending on the cause of the instability, will help us determine treatment, with often surgery needed for the traumatic instability and physiotherapy rehabilitation for the atraumatic instability. Et donc, en fonction de la cause d'instabilité, ça va nous guider sur le traitement à proposer, avec généralement de la chirurgie dans le cadre d'instabilité traumatique et une prise en charge de rééducation en kiné quand c'est non traumatique. So the history is key to making the diagnosis of either traumatic instability or atraumatic instability, depending on the mechanism. Donc, l'histoire du patient est vraiment l'élément clé pour déterminer la cause de l'instabilité, qu'elle soit traumatique ou atraumatique, pour identifier le mécanisme qui a été en jeu. Okay. So here are some of the causes of some of the structural lesions that can occur in traumatic instability. Donc là, vous voyez des types de lésions structurelles que vous pouvez avoir dans le cadre de lésions d'instabilité traumatique. When someone has a traumatic shoulder dislocation, they may have a Bankart fracture, a labral tear, or a tear in the capsule or ligaments around the glenohumeral joint. Donc, lorsqu'il y a une luxation traumatique, la personne peut avoir une fracture de Bankart, une déchirure au niveau du labrum ou une déchirure au niveau capsulaire ou ligamentaire au niveau de l'épaule. And in atraumatic instability, as we said in the previous slide, usually to do with capsular laxity or altered muscle patterning. Et donc, comme on l'a vu dans la diapo précédente, quand c'est non traumatique, ça va être lié soit à une laxité capsulaire, soit à un schéma d'activation musculaire altéré. If you have a patient who is reporting a traumatic dislocation and they have ongoing recurrent instability, you need to start thinking whether they may have a structural lesion in the shoulder. Donc, si vous avez un patient qui a eu une luxation traumatique et qui se plaint d'avoir une instabilité persistante au niveau de l'épaule, il faut vraiment considérer, évaluer s'il n'y a pas une lésion structurelle. Okay. So in this case study, the main points that I want you to take from the case study are on this slide. Donc, de l'étude de cas qu'on va voir, vous voyez sur cette diapo les éléments principaux à retenir de cette étude de cas. What is the main diagnostic feature? Donc, d'abord, quelle est la caractéristique diagnostique principale? Whether it was traumatic or atraumatic. Est-ce que c'est traumatique ou non traumatique? What was the main symptom? Quel était le symptôme principal? And what is the value of the orthopedic tests? Et quelle est la valeur, l'importance des tests orthopédiques? And by the end of the case study, you should be able to answer those questions. Et donc, à la fin de l'étude de cas, vous devriez être capable de répondre à ces questions. Okay. So now I will present the first patient. Donc là, elle va vous présenter ce premier patient. This was a 29-year-old male who was a human resources manager. Donc, c'est un homme de 29 ans qui était responsable des ressources humaines. He had been a competitive swimmer, swimming long distances. Donc, il a fait de la natation en compétition en nageant de longue distance. In 2010, he first injured his shoulder when it dislocated when his arm became stuck in a lane rope while doing swim training. Donc, en 2010, il a eu sa première luxation d'épaule, première lésion au niveau de l'épaule, où il s'est luxé l'épaule en nageant. En fait, son bras est resté coincé et s'est bloqué au niveau de la ligne d'eau. He had surgery to repair a labral tear in 2010 and then did very well and returned to swimming after the surgery.
Donc, il s'est fait opérer à ce moment-là, en 2010, avec une réparation du labrum et il a bien récupéré ensuite, il a pu reprendre la natation. He then represented to me in 2017, having had a second dislocation of his shoulder with a similar mechanism of injury. Et donc, elle l'a revu en 2017, où il avait eu en fait une deuxième luxation d'épaule avec exactement le même mécanisme. And we tried, because he didn't have a strong history of trauma, it wasn't high force trauma. Et du fait que ce ne soit pas un traumatisme de forte intensité, we did do a trial of physiotherapy rehabilitation. Ils ont d'abord essayé de la rééducation en kiné. He then recovered most of his function, but again in 2018 he suffered a third dislocation of his shoulder when he was jumping off a wharf into some water. Et donc, il avait récupéré la majorité de sa fonction, mais en 2018, il a eu une troisième luxation d'épaule alors qu'il plongeait, en fait, il sautait d'un quai qui plongeait dans l'eau. So we now have a patient with recurrent shoulder instability. Neither of the episodes were particularly high force. Donc là, on a un patient qui a une instabilité récurrente avec chaque épisode de luxation n'était pas dans le cadre de traumatisme de haute intensité. But we now have to start wondering what is the cause of the ongoing instability and is there an underlying structural lesion? Donc, on doit se poser la question, quelle est la cause de cette instabilité récurrente et est-ce qu'il y a une lésion structurelle sous-jacente? And just to let you know about his swimming distances, these are the sorts of distances he was swimming. So the Cook Strait in New Zealand is about 22 to 25 kilometers long. Donc, juste pour vous donner un aperçu, une idée de ce qu'il était capable de nager, donc il faisait des longues distances en nage. Donc ici, le Cook Strait en Nouvelle-Zélande qui fait 22-25 km. Okay. So his main symptom was not pain, it was the feeling of looseness of his shoulder. Donc son symptôme principal, c'était pas la douleur, c'était vraiment cette sensation d'avoir une épaule lâche. He does have occasional pain in the shoulder and occasional tingling in the arm, but the main symptom is the feeling of looseness, particularly above shoulder height. Donc, il a parfois des douleurs au niveau de l'épaule et parfois des sensations de picotement dans le bras. Mais sa plainte principale, c'était cette sensation d'avoir une épaule lâche, en particulier lorsqu'il avait le bras au-dessus de l'épaule. Okay. The other symptom for him that is more problematic than pain is the feeling of fatigue or tiredness in the shoulder, especially when swimming. Et l'autre symptôme qui était particulièrement problématique pour lui, c'était cette sensation de fatigue au niveau de l'épaule, en particulier lorsqu'il nageait. And for a swimmer who normally can swim up to 30 kilometers, the fatigue in his shoulder was stopping him from swimming more than about 2 kilometers. Et donc, pour un nageur comme lui, qui était capable de nager jusqu'à 30 km, la fatigue, en fait, arrivait dans son épaule au bout de 2 km. Okay. I'm just showing you a video of the physical examination. Donc là, vous voyez une vidéo de l'examen physique. In external rotation, he had no pain or apprehension. En rotation latérale, donc il n'y avait pas de douleur ni d'appréhension. In elevation, he tells me his shoulder feels unstable. En élévation, il lui a dit qu'il avait l'impression d'avoir l'épaule instable. In abduction, it also feels unstable with no pain. En abduction, c'est pareil, ça lui donne l'impression que c'est instable sans douleur. His range of motion in internal rotation is similar and no symptoms. Et son amplitude de rotation interne était symétrique, il n'y avait pas de symptômes.
He has a slight loss of external rotation, most likely due to his previous surgery. Il avait une petite diminution de rotation latérale, mais qui était principalement due au fait qu'il avait été opéré. I'm now testing glenohumeral abduction, and he does not like that. Donc là, elle teste l'abduction de la gléno-humérale et il n'aime pas trop ça. When I did the strength testing on his left side, he's very strong, but there is marked weakness in resisted abduction and external rotation on his symptomatic side. Donc, quand elle teste la force musculaire, donc à gauche, il y a une bonne force, mais à droite, il y a vraiment une faiblesse marquée et une appréhension. Douleur et faiblesse, pardon, douleur et faiblesse. And I'll just pause there and explain. So this is the anterior apprehension test, and I will show you the relocation test shortly also. Donc là, elle va vous montrer le test d'appréhension antérieure et elle vous montrera juste après aussi le test de recentrage. This test has greater than 90% specificity for a structural instability lesion of the shoulder. C'est un test qui a une spécificité supérieure à 90% pour une lésion structurelle d'instabilité au niveau de l'épaule. If the relocation test is positive, you can then be very confident there is likely to be a structural lesion in the shoulder. Si le test de recentrage est positif, vous pouvez être assez confiant sur le fait qu'il y ait une lésion structurelle au niveau de l'épaule. Okay, I'll play the rest of the test now. So you take the arm into external rotation until the symptoms of apprehension are produced. Donc, vous emmenez le bras en rotation latérale jusqu'à reproduire les symptômes d'appréhension. And now I'm applying a posterior force to the humeral head. And the positive test is if you are able to go further into external rotation with reduced symptoms. Et donc ensuite, elle applique une force postérieure au niveau de la tête humérale. Et le test est positif si vous arrivez à aller plus loin dans le mouvement en appliquant cette force et du coup avec une réduction des symptômes. You can see there that he did go into much more external rotation with the posterior force on the humeral head. Et vous voyez ici qu'il va beaucoup plus loin en rotation latérale lorsqu'on applique cette force au niveau de la tête de l'humérus. So that would be a positive anterior apprehension relocation test. Donc ça montre un test d'appréhension antérieure et recentrage qui est positif. Okay. So we have a patient with recurrent instability of his shoulder. So what might be the cause of that recurrent instability that is not improving with treatment? Donc, on a un patient avec une instabilité récurrente au niveau de l'épaule. Donc, quelle peut être la cause de cette instabilité? So for a patient who has recurrent instability, imaging is indicated to identify or exclude a structural cause of the instability. Donc, chez un patient qui a une instabilité récurrente de l'épaule, l'imagerie est indiquée pour identifier ou bien exclure une cause structurelle à cette instabilité. So we referred him to a surgeon who did an MRI scan. Donc, elle a réorienté vers un chirurgien qui a fait pratiquer une IRM. And they found an anchor from his previous surgery, which is normal. Donc, ils ont observé sur l'IRM une encre qui est liée à sa chirurgie antérieure, donc ça c'est normal. But they also found a new chondrolabral injury to his anterior glenoid. Mais ils ont aussi identifié une nouvelle blessure au niveau chondrolabral, au niveau de la partie antérieure de la glène. And this is very likely the cause of his ongoing instability. Et c'est très probable que ça puisse être la cause de son instabilité récurrente. So we had already tried a lot of physiotherapy and strengthening and it wasn't improving.
Ils ont déjà essayé beaucoup de séances de kiné, de renforcement, et ça n'a pas permis d'améliorer. And with this structural injury, no amount of physiotherapy or rehabilitation was likely to improve his symptoms of instability. Et du fait, en fait, de cette blessure structurelle, aucune rééducation, aucun traitement de kiné peut régler son problème d'instabilité récurrent. So I referred him back to the surgeon, or the surgeon followed him up, and they decided that they would do more labral repair surgery. Et donc, elle l'a réorienté à nouveau vers son chirurgien qui le suivait et qui a décidé qu'ils allaient faire une nouvelle réparation du labrum. And I'm pleased to say he had surgery and he did very well after surgery. His strength improved. We still don't quite know why it was so weak. Et donc, il s'est très bien amélioré suite à la chirurgie. Sa force musculaire s'est améliorée et elle ne sait toujours pas pourquoi il était aussi faible musculairement. And he has now returned to his long distance swimming. Et maintenant, il a pu reprendre la natation en faisant des longues distances. Okay, so the key points from this study. The first one is the history of instability was the key diagnostic feature. Donc, les points clés de cette étude de cas. Premièrement, donc l'histoire d'instabilité est vraiment le test diagnostique clé. Was it traumatic or atraumatic? You could argue both ways. Est-ce que c'était traumatique ou atraumatique? Vous pouvez argumenter dans les deux cas. Diagnostic imaging was important because he was not improving and had recurrent instability. L'imagerie diagnostique était importante parce qu'il ne s'améliorait pas du fait du traitement et son instabilité était récurrente. And this highlights the importance of imaging, but also orthopedic referral in cases where there is recurrent instability. Et donc, ça montre l'importance de l'imagerie, mais également le fait de réorienter vers un chirurgien orthopédique lorsqu'il y a cette historique d'instabilité récurrente. Physiotherapy does have a role in ongoing rotator cuff and other strengthening. Donc, la kiné a un rôle dans des douleurs liées à la coiffe des rotateurs et pour d'autres types de renforcement. Especially in the pre-operative and post-operative periods. En particulier dans la phase préopératoire et post-opératoire. Okay. So that was the case study on the unstable shoulder. And in the next section, we will look at the stiff shoulder, where it's important that an unstable shoulder has already been excluded in order to make that diagnostic classification. Donc là, on vient de voir l'étude de cas sur l'épaule instable et ensuite, on va parler de l'épaule raide. Et dans le cadre de l'épaule raide, c'est important d'avoir d'abord exclu le diagnostic d'épaule instable pour pouvoir faire cet autre diagnostic. Okay. Before we move on, Fabio, shall we take a couple of questions about that case study? Yes, there is one question, Angela. Thank you very much for the first part. The question is, after how long we can think about the surgeon for an unstable shoulder? After Yes, how that's long a good, physiotherapy, you know? a good question. It depends on the first question really then is, when do you refer to the surgeon? Because for us, that's the first decision. And then the second decision is, when do they decide to do surgery? Donc la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on réoriente vers le chirurgien. Et la question de base, c'était à partir de quel moment. Et donc, première question, quand est-ce qu'on réfère? Et ensuite, quand est-ce que le chirurgien décide d'opérer? The question of when do we refer depends on what your local surgeons want to see and how quickly. Donc, quand est-ce que vous réorientez? Ça dépend en fait de des chirurgiens avec qui vous travaillez, à savoir quand est-ce qu'ils veulent voir
les patients et dans quel délai, quels patients ils veulent recevoir et dans quel délai. In New Zealand, our surgeons generally want to see patients who have had traumatic, high force trauma with a dislocation. En Nouvelle-Zélande, les chirurgiens généralement préfèrent voir les patients qui ont eu des luxations suite à des traumatismes de haute intensité. If they are in high level sport, so if they're in all black, Donc, s'ils font du sport de haut niveau, donc par exemple les All Blacks, after their first dislocation. ils veulent les voir après leur première luxation. So first time dislocation in a high level athlete, we refer those to the surgeon early. Donc, si par exemple, voilà, ça va être des sportifs de haut niveau après leur première luxation ou une luxation après un traumatisme de haute intensité, là, elle les réfère précocement chez le chirurgien. The surgeon will do imaging. Donc, le chirurgien va faire l'imagerie. Depends on what is found on imaging as to whether they do surgery straight away or not. Et selon ce qu'ils voient à l'imagerie, ils vont décider s'ils opèrent tout de suite ou pas. If they find a significant structural injury that is likely to cause ongoing instability, they will usually operate very quickly. S'ils observent une lésion structurelle qui va très probablement engendrer une instabilité récurrente, généralement, ils vont opérer rapidement. If they find a minor structural lesion and they are mid-season, they will often leave it and trial the physiotherapy and only operate if they have ongoing problems. Si par exemple, ils observent une lésion plus mineure, structurelle, et qui sont par exemple en milieu de saison, un sportif, ils vont plutôt orienter vers la kinésithérapie et opérer uniquement s'il y a une instabilité qui persiste. If they don't find any structural injury, they will usually trial at least 3 months of good rehabilitation before they will even consider doing any surgery. Et s'ils n'observent aucune lésion structurelle à l'imagerie, ils vont généralement prescrire minimum de 3 mois de bonne rééducation avant de considérer une opération. Yeah. So my recommendation would be to find out from your local surgeons what their criteria are for referring to them. Donc, sa recommandation, c'est plutôt de vous renseigner, de contacter les chirurgiens qui travaillent autour de chez vous pour voir quels sont leurs critères à eux, pour savoir quand est-ce que vous pouvez réorienter des patients chez eux. Yeah. So I hope that answered the question. Oui, c'est parfait. Nolwenn, je te donne une deuxième et dernière question avant qu'on passe à la deuxième partie. Stéphane nous demande pourquoi une IRM et non un arthroscanner. So why would you refer for an MRI and not an arthroscan? Arthrogram? Yeah, I think it's a scan, you know. In French, we say arthroscan. Yeah, I think it's arthroscan. Is that, yeah, usually for the instability lesions, only the fractures will show up on a plain X-ray. If they are looking for a labral tear or a capsule or ligament tear, it does need MRI with arthrogram, which is the dye that they inject into the shoulder. That might be the question. Yeah, it was a CT scan actually. Merci. Oh, CT, okay. Sorry. CT scan, they usually would do that to look more for the bony injury, the fractures. MRI scan is more for the soft tissue, the labrum and the ligaments and the capsule. Donc, au niveau de l'imagerie, en fait, on passe une radio plutôt pour voir s'il y a une fracture.
L'IRM va être utilisé pour observer les tissus mous, donc voir au niveau du labrum, au niveau de la capsule, au niveau des ligaments. Et ils vont le faire ça en injectant, c'est une IRM en injectant un produit de contraste. Et le scanner sera utilisé plutôt pour aller voir plus en détail au niveau osseux. Donc scanner plutôt osseux et radio également, et l'IRM pour les tissus mous. Excellent. I think we can go to the second part, Angela. Thank you very much. Okay. I will share my screen again. Just one moment. Merci à tous pour vos questions, c'était très intéressant. On va garder la question de Céline pour la fin. On avait aussi la question de Xavier. On en parlera. Qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise rééducation pour les pôles instables? Les grands principes. Parfait. Merci et bonne continuation à tous et à toutes. Okay, to continue? Yeah. Okay. So in our second case study, we will look at the stiff shoulder. Donc la deuxième étude de cas, on va parler de l'épaule raide. We have excluded an unstable shoulder. Donc on a exclu une épaule instable. Then the key diagnostic test for a stiff shoulder condition is a loss of passive and active range of motion. Et donc, le test diagnostique clé pour identifier une épaule raide, c'est une perte d'amplitude active et passive. And this will be especially noticeable in this loss of external rotation. Que l'on va particulièrement voir dans la perte de rotation latérale. So some of the causes of a loss of external rotation or a stiff shoulder Donc, certaines des causes de perte de rotation latérale ou d'épaule raide are a fracture of the humerus or the glenoid, donc, sont une fracture de l'humérus ou de la glène or a locked posterior dislocation. ou une luxation postérieure bloquée. And both of those would be associated with a history of trauma. Et c'est dans ces deux cas, ce sera associé avec un historique de traumatisme. Some of the non-traumatic causes of a stiff shoulder are a frozen shoulder or glenohumeral osteoarthritis. Certaines causes non traumatiques d'épaule raide sont une épaule gelée ou de l'arthrose de l'articulation gléno-humérale. And the differential diagnosis of these conditions is very important because obviously these will be treated quite differently with surgery or reduction. Et évidemment, le diagnostic différentiel est très important pour identifier les différentes causes parce que, par exemple, au niveau traumatique, on va avoir un traitement complètement différent avec de la chirurgie ou une réduction. And the treatment and the prognosis for both of these conditions is also quite different. Et le traitement et le pronostic de ces deux autres pathologies, donc d'autres causes non traumatiques, est aussi très différent. So the differential diagnosis helps us to get the appropriate treatment and also a prognosis. Donc le diagnostic différentiel nous permet d'avoir le traitement approprié et également le pronostic. Okay, so the main points from this case study are the mechanism of injury. So was this traumatic or atraumatic? Donc les points à retenir par rapport à cette étude de cas, donc, premièrement, identification du mécanisme, est-ce que c'est traumatique ou atraumatique? What is the primary symptom? Is it pain or is it stiffness? Quel est le symptôme principal? Est-ce que c'est la douleur ou la raideur? What are the results of the physical examination? Quels sont les résultats de votre examen physique? And the differential diagnosis, or what is the cause of the stiffness? Et le diagnostic différentiel, à savoir quelle est la cause de la raideur. Okay. So this patient is a 66-year-old baker who fell downstairs about 5 months before I saw him.
Donc là, ce patient, c'est un monsieur de 70 ans qui est boulanger, qui est tombé dans les escaliers environ 5 mois avant qu'elle le reçoive en consultation. And he landed with his full body weight on the side of his shoulder. Et il est tombé en fait de tout son poids sur le côté de l'épaule. He had severe pain at the time. Il a eu des douleurs très intenses sur le moment. He saw his doctor, who diagnosed a rotator cuff injury and referred him to physiotherapy. Il a vu son médecin généraliste qui a diagnostiqué une blessure de la coiffe des rotateurs et qui l'a réorienté pour faire de la kiné. And if you think of my previous slide, I want you to start thinking in the context of trauma. Is there anything else you might be considering for the differential diagnosis? Et donc, si vous pensez à la diapo précédente, en termes de diagnostic différentiel, si vous pensez là dans le cadre d'un traumatisme, quels sont les éléments à considérer pour ce diagnostic différentiel? Okay. Now, his main symptoms were pain and stiffness. Donc, ses symptômes principaux, c'était douleur et raideur. Pain is shaded in yellow and the stiffness he has shaded in brown. Donc, vous voyez sur le dessin la douleur représentée en jaune et la raideur en marron. His injury was 5 months ago and he is still reporting pain levels around 5 out of 10. Donc, le traumatisme remonte à 5 mois et il a toujours une intensité de douleur à 5 sur 10. So that's quite a long time to still be in reasonable levels of pain. Donc, c'est quand même un certain laps de temps, un temps assez long, avec encore des douleurs assez importantes. When I questioned him about his symptoms, he reported no history of instability. Donc, quand on lui a posé des questions par rapport à ses symptômes, il dit ne pas avoir d'antécédents d'instabilité. His main pain was in the side of his arm. Sa douleur principale, c'était donc face latérale du bras. One of the other main symptoms was stiffness, and both pain and stiffness were worse above shoulder height. Donc, l'autre symptôme principal, c'était la raideur. Et donc, la douleur et la raideur étaient empirées sur des mouvements qui étaient au-dessus du niveau de l'épaule. And 5 months after the injury, he was still reporting significant night pain. Et 5 mois après la blessure, il avait toujours des douleurs nocturnes importantes. And this is his physical examination findings. Et donc là, vous voyez l'examen physique. So he has a significant loss of external rotation. Donc, on voit une perte significative de la rotation latérale. A loss of elevation. Une perte d'élévation. And abduction. Et d'abduction. Oh, sorry. Come back. The lump that you notice on his back is a lipoma, which is a benign soft tissue swelling. Et donc, vous voyez là au niveau de son dos un lipome, en fait, qui est donc quelque chose de bénin au niveau des tissus mous. And it's quite easily to get distracted. And the main point on this is the loss of abduction in his arm. Donc voilà, donc là, l'élément principal de cette photo, c'est la perte de mouvement d'abduction, mais on peut facilement se focaliser sur ce lipome. And he also has a loss of internal rotation. Il a aussi une perte de rotation interne. I'm testing the passive range of motion myself now. Donc là, elle teste maintenant les mouvements en passif. This is the glenohumeral abduction. Donc là, vous voyez l'abduction de la gléno-humérale. Which is also very restricted.
qui est aussi assez limité. Loss of external rotation again. La perte de rotation latérale. His resisted tests were okay, no pain and quite strong. Et au niveau des tests contre résistance, il n'y avait pas de douleur, il y avait une bonne force. And this is a negative belly press test for subscapularis. Et le belly press test était négatif pour tester le subscapulaire. The GP diagnosis was given as a rotator cuff strain. Donc, le diagnostic du médecin en tant que lésion de la coiffe des rotateurs. But based on my resisted tests, when I saw him, I couldn't find any evidence of pain or weakness with his resisted rotator cuff tests. Mais elle, quand elle l'a vu et qu'elle a fait donc ces tests contre résistance, elle a trouvé aucune douleur ni aucune faiblesse musculaire lors des différents tests. So using my clinical reasoning, my differential diagnosis was more of a stiff shoulder condition, and I thought it was less likely to be a rotator cuff problem. Donc, en utilisant son raisonnement clinique, son raisonnement allait plus dans le sens d'une épaule raide que de douleurs liées à la coiffe des rotateurs. Okay, so the question then, we know he has a stiff shoulder, but the question is why? Donc, maintenant, on sait qu'il a une épaule raide. La question est de savoir pourquoi. He has had significant trauma to his shoulder. Il a eu un traumatisme significatif au niveau de l'épaule. And part of the direct access care in New Zealand is that physiotherapists do have access to X-ray and ultrasound imaging. Et dans l'accès direct qu'ont les kinés en Nouvelle-Zélande, ils ont aussi l'accès, le droit de pratiquer, donc de référer pour radio et échographie. And there are guidelines for us to use imaging, and one of those guidelines is when there has been significant trauma. Donc, il y a des recommandations par rapport à cette utilisation de l'imagerie. Et une des recommandations, une des indications, c'est quand il y a eu un traumatisme significatif. On the previous slide, we saw that some traumatic causes of shoulder stiffness are fractures and a posterior dislocation. Donc, on a vu sur une des diapos précédentes que une des causes traumatiques d'une épaule raide, ça peut être une fracture ou une luxation postérieure bloquée. And he had not had any imaging prior to me seeing him. Et ce patient, il n'avait eu aucune imagerie avant de venir la consulter. So there were definitely indications for imaging in his case. Donc, dans son cas, c'était vraiment recommandé de faire une imagerie. Okay, now I will come back to the imaging findings in a minute. What I'd like to talk to you about now is the clinical presentation for this patient was more like a frozen shoulder. Donc, elle va revenir juste après sur les résultats de l'imagerie pour ce patient-là. Elle voudrait d'abord vous dire que la présentation clinique de ce patient ressemblait à une épaule gelée. A primary frozen shoulder, which is a frozen shoulder that comes on for no apparent reason. Une épaule gelée primaire, c'est-à-dire qui vient sans autre raison. Typically affect people between the age of 40 to 60 years. Ça apparaît généralement chez des personnes entre 40 et 60 ans. And we know people with diabetes are more often affected by frozen shoulder. Et on sait que les personnes diabétiques sont plus susceptibles ou sont plus sujettes à avoir une épaule gelée. Frozen shoulders can also be secondary to trauma. L'épaule gelée, ça peut aussi être secondaire à un traumatisme. And that trauma could be a fall or surgery
or sometimes associated with other shoulder pathology. Et ce traumatisme, ça peut être donc secondaire à une chute, à de la chirurgie ou parfois en association à d'autres pathologies. The clinical presentation is exactly the same. It's just the primary frozen shoulder doesn't have any mechanism of injury or trauma. Donc la présentation clinique est exactement la même. C'est juste que dans le cadre d'une épaule gelée primaire, il n'y a pas d'antécédent de blessure ou de traumatisme. So this patient would certainly be a frozen shoulder presentation, but it's more of a secondary frozen shoulder presentation. Donc pour ce patient, ce serait une présentation clinique type épaule gelée, mais du coup de type secondaire. But with frozen shoulder, because the clinical features of frozen shoulder are very obvious, with the loss of passive range of motion in many directions. Les caractéristiques cliniques de l'épaule gelée sont assez évidentes, avec donc la perte d'amplitude de mouvement. But in order to confirm the diagnosis of a frozen shoulder, mais pour confirmer le diagnostic d'une épaule gelée, we need to exclude other causes of the stiffness. Il faut exclure d'autres causes de raideur. And the only way to do that is with a plain X-ray. Et la seule façon de le faire, c'est en faisant passer une radio. If the X-ray is normal with no fracture and no other explanation for the stiffness, si la radio est normale, qu'il n'y a pas de fracture ou qu'il n'y a pas d'autre explication à la raideur, then you can confirm the clinical diagnosis of a frozen shoulder. Alors vous pouvez confirmer le diagnostic clinique de l'épaule gelée. Okay. There is debate about whether you need to X-ray everybody with a frozen shoulder. Il y a un débat actuellement sur est-ce qu'il faut faire passer une radio à toutes les personnes qui ont une épaule gelée. And if you don't have ready access to X-ray, you need to use your clinical judgment. Et si vous n'avez pas un accès facile à la radio, il va falloir utiliser votre jugement clinique. The risk of not X-raying people with a suspected frozen shoulder Le risque de ne pas faire passer une radio à des personnes chez qui on suspecte une épaule gelée is that you may miss some of the more serious causes of shoulder stiffness, such as an osteosarcoma. C'est que vous risquez de passer à côté une cause beaucoup plus grave de raideur d'épaule comme un ostéosarcome. Thankfully, they are not very common, but if you see a patient that is presenting atypically or abnormally, then, or they have red flags in their history, then I would definitely be recommending an X-ray. Heureusement, ce n'est pas quelque chose de très courant, mais si vous avez un patient qui a une présentation atypique, anormale ou avec des drapeaux rouges, elle vous recommande vivement de lui prescrire une radio. So if you have a patient with a global loss of passive range of motion and a normal X-ray, you can confirm the diagnosis of frozen shoulder. Donc, si vous avez un patient avec une perte globale d'amplitude et une radio normale, alors vous pouvez confirmer le diagnostic d'épaule gelée. And a frozen shoulder, the pathology in frozen shoulder is a capsulitis where there is inflammation of the synovium of the glenohumeral joint. Et donc, la pathologie de l'épaule gelée, en fait, c'est donc la capsulite avec une inflammation de la synovie de la gléno-humérale. And that inflammation of the joint capsule can cause significant pain for many months in some cases. Et l'inflammation de la capsule peut entraîner des douleurs très intenses pendant plusieurs mois dans certains cas. So how do we treat a frozen shoulder? Donc, comment est-ce qu'on va traiter une épaule gelée? And that
I'll come back to that one. That depends very much on whether the clinical presentation is pain predominant or stiffness predominant. Ça va dépendre en fait de la présentation clinique, à savoir est-ce que c'est la douleur qui est prédominante ou est-ce que c'est la raideur qui est prédominante. If the patient reports more pain than stiffness, all the evidence says that an intra-articular injection of corticosteroid is the most effective treatment for pain. Si la douleur est plus importante que la raideur, les preuves actuelles vont toutes dans le sens d'une infiltration de corticostéroïdes intra-articulaires comme étant le meilleur traitement. If an injection is not available, then other anti-inflammatory medications may be helpful. S'il n'y a pas d'accès à une infiltration, d'autres médicaments anti-inflammatoires peuvent être intéressants. Generally, in the pain phase, physiotherapy stretching and mobilization is not helpful. Généralement, dans la phase douloureuse, les étirements et la mobilisation en kiné ne sont pas aidants. In the stiffness predominant phase is where physiotherapy stretching and mobilization will be much more effective. C'est dans la phase où la raideur va être plus importante que la douleur, que la kiné, à base d'étirements et de mobilisation, va être la plus pertinente. It may take them several months to get to that stage. Ça peut prendre en fait plusieurs mois avant d'atteindre cette étape. And that can vary from 3 months even up to 6 or 9 months before they are in the stiffness predominant phase. Et ça peut varier jusqu'à 3, 6, parfois 9 mois avant d'atteindre cette phase où la raideur est prédominante par rapport à la douleur. A lot of recent evidence is very clear that anything that increases the inflammation, so if their pain is increasing, it means the inflammation is increasing, and that now we know means the stiffness will also increase later on. Donc, les preuves actuelles nous disent que tout ce qui va dans le sens d'augmenter, qui montre une augmentation d'inflammation, c'est-à-dire si la douleur augmente, ça veut dire que l'inflammation augmente, et ça veut dire que derrière, la raideur aussi va augmenter. So it's very important in that painful phase that the patients avoid things that increase their pain. Donc, c'est très important dans la phase douloureuse que le patient évite de faire tout ce qui va augmenter sa douleur. Okay, so in our case study, we have a man who, on a clinical diagnosis, seems to have a frozen shoulder. Donc là, dans notre étude de cas, on a un homme qui, d'un point de vue clinique, semble avoir une épaule gelée. He still has pain, but also stiffness. So he is about equal for pain and stiffness. Il a toujours des douleurs, mais il a aussi de la raideur. Donc, il est un peu à l'équilibre entre douleur et raideur. But he's had a significant trauma to his shoulder and no imaging to exclude other causes of the stiffness. Mais il a eu un traumatisme important au niveau de l'épaule et il n'a pas eu d'imagerie permettant d'exclure d'autres causes pour sa raideur. So we could start to treat him like a frozen shoulder, but we are still not sure whether there is another cause of the stiffness. Donc, on pourrait commencer à le traiter comme une épaule gelée, mais on n'est toujours pas sûr s'il y a une autre cause à sa raideur. Okay. Come back to that point later on. So I did send him for an X-ray and it showed that he had a glenoid fracture. Donc, elle a envoyé passer une radio et ça a montré qu'il avait une fracture au niveau de la glène. Because there is a fracture, I then referred him for orthopedic review. Donc, comme il y avait une fracture, elle l'a ensuite réorienté vers un chirurgien orthopédiste. And I'll give you a minute to read the surgeon's letter.
Et donc là, vous pouvez lire le compte-rendu du chirurgien du coup, qui a été traduit en français. Donc, je peux vous le lire. Je suis d'accord avec l'approche conservatrice de sa fracture de la glaine intra-articulaire peu déplacée et les référer pour de la kiné avancée pour mobiliser maintenant l'articulation raide. Il aura peut-être toujours des symptômes résiduels et s'il y avait une détérioration dans le futur avec arthrite post-traumatique, alors je lui dis qu'il pourrait être éligible pour une prothèse d'épaule. Espérons que cela ne soit pas nécessaire. So he has a non-displaced glenoid fracture. Donc, il avait une fracture non déplacée de la glaine. The surgeon said there is no surgery needed. Le chirurgien dit qu'il n'y a pas d'opération nécessaire. He is recommending ongoing physiotherapy for a secondary frozen shoulder. Donc, il recommande de la kiné pour épaule gelée secondaire. But because the fracture goes through his joint surface, Mais comme la fracture se situe au niveau de la surface articulaire, it is possible in the future he may develop arthritis in the shoulder. il est possible que dans le futur, il développe une arthrite au niveau de l'arthrose au niveau de l'épaule. If this patient returned to me several years from now, complaining of increasing stiffness in his shoulder, I would be wondering whether he may be developing arthritis. Donc, si elle revoyait ce patient dans quelques années et qu'il se plaignait toujours de raideur au niveau de l'épaule, elle se dirait qu'il a peut-être du coup de l'arthrite au niveau de l'épaule. And this is where we can highlight the importance of a differential diagnosis. Et c'est là où c'est important du coup d'avoir un bon diagnostic différentiel, but also prognosis in his case. mais également un pronostic dans son cas. Okay. So the key points from this case study, the primary diagnostic feature is no instability and a global loss of passive movement. Donc, les points clés par rapport à cette étude de cas. Donc, au niveau des tests diagnostiques clés principaux, on a le fait qu'il n'y ait pas d'instabilité d'épaule et une perte globale d'amplitude au niveau de l'épaule. He had a history of significant trauma. Il y a du coup une histoire de traumatisme significatif. Unfortunately, there was a missed diagnosis early on. Malheureusement, il y a eu une erreur diagnostique précédemment. In the end, that may not have changed the treatment anyway. Mais au final, ça aurait peut-être pas changé le traitement de toute façon. But if that fracture had been more displaced, it is possible he may have needed surgery. Mais si la fracture avait été plus déplacée, dans ce cas, il aurait peut-être été nécessaire de l'opérer. It's also important to remember if somebody is not improving, they may need onward referral for more investigations. Et c'est aussi important de se souvenir que si la personne ne s'améliore pas, ça peut être pertinent de la réorienter pour avoir un autre avis. And in this case, the treatment was ongoing physiotherapy to help him restore range of motion and function in the shoulder. Et dans son cas, le traitement qu'il avait, c'était de la kiné pour l'aider à retrouver ses amplitudes et fonctions au niveau de l'épaule. Okay. Now, that was the case study for the stiff shoulder. Donc, on vient de voir l'étude de cas pour l'épaule raide. If we had excluded an unstable shoulder, if the patient had full passive range of motion, we would then be looking further for to be able to diagnose either a rotator cuff problem or an AC joint problem. Si on avait exclu une épaule instable, que le patient avait des amplitudes complètes au niveau de l'épaule, alors on aurait pu aller plus loin pour identifier si c'était un problème de coiffe des rotateurs ou d'articulation acromioclaviculaire.
And this was the subject of my previous webinar that the Agence EBP ran last year. Et donc ça, c'était le sujet du webinaire précédent que l'agence EBP a organisé l'année dernière. So, thank you everybody for your attention, and I would now like to take any questions that you have. Merci, thank you, Angela. So awesome. So we have several questions. Maybe I will tell Nolwenn in French, and she will translate to you. So let's go. We'll start with, let me think. Sorry, I'm just checking out. So at what time, pardon, à quel moment elle commence la rééducation pour l'épaule gelée, juste après l'infiltration, ou est-ce qu'elle attend un peu? Question de Céline. In the case of a frozen shoulder, when would you start rehabilitation? Would you start straight away after the injection, or would you wait? Good question. The injection can take 2 weeks to reach its maximum effect. Donc, ça peut prendre 2 semaines avant d'avoir l'effet complet de l'infiltration. And I would start rehabilitation when the pain levels have come down significantly and there is almost no night pain. Et donc, elle commencerait la rééducation lorsque le niveau de douleur aura diminué de façon significative et qu'il n'y a quasiment plus de douleur nocturne. The night pain is a good indicator of inflammatory process. La douleur nocturne, c'est un bon indicateur du processus inflammatoire. So when their night pain is reducing and they are no longer waking with pain, then is the time to slowly start your rehabilitation. Donc, quand la douleur nocturne a vraiment diminué, qu'il n'y a plus de réveil nocturne, c'est le moment où vous pouvez commencer tout doucement la rééducation. And that may be very soon after the injection, or it may still take several weeks or even 1 to 2 months. Et donc, ça peut être de façon très précoce après l'infiltration, ou ça peut aussi prendre plusieurs semaines, voire 1-2 mois. So you just have to keep monitoring the patient week by week to see when their night pain has settled, and then is the time to very slowly start the rehabilitation. Donc, ça nécessite d'évaluer votre patient semaine après semaine, voir si la douleur nocturne s'atténue. Et c'est votre indicateur pour savoir quand vous allez pouvoir commencer la rééducation. Top. Merci. Deuxième question, un peu dans la même veine. Quel est le rôle de la kiné dans la phase douloureuse? Malo qui nous demande ça. Le repos est-il idéal? So still in frozen shoulder, during the pain phase, would you still recommend physiotherapy or just rest for the patient? In the pain phase, that is a very good question. Physiotherapy, the role of physiotherapy in the pain phase is very strongly around education. So that is education about the frozen shoulder and the natural history time frame for recovery. Donc, le rôle de la kiné dans la phase douloureuse de l'épaule gelée, c'est principalement de l'éducation du patient par rapport à l'épaule gelée et par rapport au délai de récupération. Also educating the patient on managing their pain, which includes avoiding activities that increase their pain. Et aussi éduquer le patient à la gestion de sa douleur, ce qui inclut lui indiquer d'éviter les activités qui augmentent sa douleur. Anything that places a stretch on that glenohumeral capsule is likely to irritate the capsule and increase the pain. So end range movements usually need to be avoided. Donc tout ce qui va en fait étirer la capsule
gléno-humérale va plutôt l'irriter et augmenter l'inflammation. Donc, principalement, tout ce qui va être mouvement en fin d'amplitude sont à éviter. Physiotherapy can also help in other ways. So, a lot of people with a stiff shoulder develop neck symptoms because they can't lift their arm, so they tend to hitch the shoulder and they can get very sore in the neck. So that can be treated with physiotherapy. La kiné peut aussi aider dans cette phase-là parce que le fait d'avoir une épaule raide peut développer d'autres symptômes. Les personnes qui vont être bloquées au niveau de l'épaule vont parfois développer des douleurs cervicales, qui vont devoir monter l'épaule pour pouvoir bouger. Et donc, c'est là où la kiné peut être pertinente aussi pour gérer cette problématique. And so that could be treated with physiotherapy, which also, there may be other techniques manual therapy techniques, repeated movements that may also help to modulate the pain from a frozen shoulder. Et d'autres techniques de thérapie manuelle ou de mouvements répétés peuvent aussi aider à moduler les symptômes de l'épaule gelée. But the important thing is that they are avoiding stretching their end range at the shoulder. Mais la chose importante, c'est d'éviter d'étirer en fin d'amplitude. So hopefully that answers the question. Thank you. And next question. Est-ce que l'intensité de la douleur se repose réellement sur les niveaux d'inflammation ou pas? Est-ce qu'il y a une corrélation entre Est-ce que l'intensité de la douleur dépend de l'inflammation, du degré d'inflammation? Is the level of pain correlated with the level of inflammation? Usually, yes. But there are a small number of patients who may have pain sensitization. So usually it's inflammatory, which will typically be worse with activity. It will be activity related. But if the patient in a small proportion get pain sensitization, I'm not sure, are you familiar with that? Yeah. And that will not be really activity related. Donc, dans la plupart des cas, effectivement, il va y avoir une corrélation entre niveau de douleur et niveau d'inflammation, avec généralement une douleur qui va être augmentée à l'activité, donc qui va être liée à un niveau d'inflammation plus important. Mais pour une faible proportion de patients, cette corrélation ne sera pas exacte dans le cas de sensibilisation du système nerveux à la douleur. Yes, top. Next question. Comment pose-t-elle le diagnostic de luxation postérieure? How would you diagnose locked posterior dislocation? Yeah, you guys ask good questions. So the diagnosis of a locked posterior dislocation is made by X-ray. Donc c'est un diagnostic qui se fait avec la radio, avec une radio. If it's difficult to see clinically unless the patient is very thin. C'est assez difficile à voir cliniquement, sauf si la personne est très, très mince. With an anterior dislocation, it's very obvious. You can see the humeral head and you see the step. Une luxation antérieure, c'est assez facile à voir. Vous allez voir la tête de l'humérus et vous allez voir une marche ici au niveau de l'épaule. But with a posterior dislocation, all that you might see is slight rounding in the posterior shoulder and maybe slight flattening at the front, but not very obvious. Donc la luxation postérieure, c'est beaucoup moins évident. La seule chose que vous allez pouvoir éventuellement identifier, c'est donc à l'arrière un tout petit bombement et à l'avant, du coup, ça va être un petit peu plus aplati à l'avant. Donc le déplacement postérieur. I would be suspicious of a posterior dislocation in someone who has had an epileptic fit
elle va suspecter une luxation postérieure chez une personne qui a eu une crise d'épilepsie or an electrocution, ou une électrocution. or like the only other one is if they fall onto a bent elbow, which pushes the shoulder backwards. Ou alors s'ils sont tombés avec le bras plié, ce qui va du coup pousser l'épaule en arrière. And sometimes we see that in rugby, they fall on the ground and pushes the shoulder backwards. Et c'est quelque chose qui se voit parfois au rugby, où ils vont tomber au sol avec les bras pliés comme ça. Yeah, so if they report one of those mechanisms and they present with the loss of external rotation, I would be suspicious of a posterior dislocation. Donc, s'il y a eu un de ces 3 mécanismes et que la personne se présente avec une perte de rotation latérale, alors elle va suspecter éventuellement une luxation postérieure. Excellent. Merci beaucoup. Next question, Angela. Y a-t-il un intérêt à tester le patient en MDT au niveau des cervicales lorsqu'il y a une raideur d'épaule? C'est en Mackenzie. Ouais. Would it be relevant to do an MDT, Mackenzie assessment when you have a frozen, stiff shoulder presentation? For the C-spine. For the C-spine. For the C-spine, yeah, absolutely. I think it depends on your question. If the question is the diagnosis, why is the shoulder stiff? If there has been trauma, then I would still be wanting to exclude the fractures and the dislocations. But if the question is, can we treat a confirmed frozen shoulder with MDT to the C-spine? Absolutely. En fait, ça dépend de votre question. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a une épaule raide et si par exemple il y a un historique traumatique et qu'on ne sait pas s'il y a une fracture ou une luxation postérieure, par exemple, elle utiliserait de toute façon l'imagerie. Mais si la question est de savoir comment est-ce que je peux traiter un patient chez qui on a une confirmation du diagnostic d'épaule gelée, alors oui, elle pourrait utiliser aussi l'évaluation en MDT. When it comes to treatment of a confirmed frozen shoulder, you can do anything if it improves their pain. So that includes cervical spine, MDT, manual therapy, anything, acupuncture, anything that improves their pain is helpful. En ce qui concerne le traitement, dans le cas d'une épaule gelée qui a été diagnostiquée, en fait, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, si ça améliore en fait la douleur, que ce soit du Mackenzie, de la thérapie manuelle, de l'acupuncture, tout ce qui va leur permettre de soulager la douleur. Excellent, thank you very much. Est-ce qu'une IRM est pertinente pour une épaule raide? Is the MRI relevant for a stiff shoulder? Depends on what they are looking for as the cause of a stiff shoulder. I don't often see MRI used for that purpose. It's mostly X-ray. Tout dépend en fait de ce que vous voulez voir avec cette imagerie. Et dans le cas d'une épaule gelée, d'une épaule raide, c'est rare d'utiliser l'IRM, c'est plus souvent la radio. Yes, merci. Est-ce qu'on a une autre question? Tanguy, is there evidence that one of the following treatment can have better long-term outcome? Manipulation under anesthesia or arthroscopic capsular release, or early structured physiotherapy plus corticosteroid injection? Yeah, that's also a very good question. And I think it depends on the timing. Certainly the surgeons in New Zealand will not even consider surgery until at least 1 year in the frozen shoulder. So if they still have ongoing significant stiffness after 1 year, then they will consider surgery.
Donc là, la question, c'est la pertinence de certains traitements. Donc en fait, tout dépend de à quel moment on les considère. En Nouvelle-Zélande, les chirurgiens ne vont pas envisager la chirurgie avant 1 an minimum de symptômes d'une épaule gelée. Voilà. Yeah. In terms of the comparison between the manipulation and the arthroscopic surgery, as far as I'm aware, there's no significant difference in outcome as long as they consistently maintain their range of motion exercises after surgery. Donc, si on compare la manipulation sous AG, j'imagine, et la libération capsulaire, les données de la science ne montrent pas de différence entre ces deux techniques à partir du moment où la personne va continuer à faire les exercices qui permettent de maintenir l'amplitude de mouvement après la chirurgie. Yeah, for the short-term treatment of pain and function, they do know that the physiotherapy with the injection is much more effective for pain than just the physiotherapy alone. Et on sait que par rapport à la douleur et à la fonction, la combinaison de la kiné avec l'infiltration est plus efficace à court terme que la kiné toute seule. And my experience with the surgery is they generally don't do surgery just for pain. If the problem is predominantly stiffness, then they will consider surgery, but not for pain, not in the pain predominant phase. Et son expérience par rapport à l'utilisation de la chirurgie, généralement, ils ne vont pas opérer si le problème principal, c'est la douleur. Ils vont opérer si le problème principal, c'est la raideur et non pas la douleur. Excellent. Thank you very much, Angela. We're going to take some questions. Une question de quelqu'un qui n'a pas posé de question encore. Alexis, quels sont les grands principes de rééducation pour l'épaule instable? What are the main principles for rehabilitation in the case of an unstable shoulder? Okay, yeah. So the general principles are there should be, if it's a traumatic, I just need to clarify, is that a traumatic dislocation? Because the traumatic dislocations are managed quite differently from the atraumatic. So if it's a traumatic dislocation, usually short-term immobilization for comfort. So maybe a few days of sling immobilization. Donc, en fait, dans l'épaule instable, tout dépend de la cause. Donc, si on est dans le cadre d'une luxation traumatique, on va avoir au départ une immobilisation avec écharpe pour le confort du patient pendant quelques jours. There's no evidence that longer immobilization reduces the risk of recurrent instability. Il n'y a pas de preuve disant que si on immobilise plus longtemps, ça va limiter le risque de luxation récurrente. After a few days, when the pain levels reduce, then gradually regaining range of motion in what we call the safe zone. So usually it's been an anterior dislocation, which I think she didn't say in the question, but if it's an anterior dislocation, for the next 2 to 3 weeks, they can move as normal in the safe zone below shoulder height and avoiding the external rotation. Et ensuite, quand le niveau de douleur diminue, on va commencer une mobilisation dans ce qu'on appelle la zone de sécurité. Donc, si on est dans le cadre d'une luxation antérieure, on va se situer donc en dessous du niveau de l'épaule en évitant la rotation externe pendant donc 2-3 semaines. And during that time and beyond that time, they can then also start doing muscle like isometric and strengthening within that range of motion to reactivate the rotator cuff. Et pendant toujours dans ce temps-là, ils peuvent aussi faire des exercices musculaires de renforcement en isométrique et dans la zone de sécurité.
And after the sort of 3 to 4 week period, they can gradually increase their range of motion above shoulder height towards external rotation and start working on their proprioception at end range. Et ensuite, après cette phase de 3-4 semaines, ils vont pouvoir augmenter progressivement l'amplitude en allant au-dessus du niveau de l'épaule, en allant vers la rotation externe, en travaillant la proprioception ensuite et vers le niveau de fin d'amplitude. Parfait. Encore une question. Y a-t-il un test spécifique pour mettre en évidence une arthrose gléno-humérale? Do you have a specific test to identify glenohumeral osteoarthritis? Another good question, guys. Smart. So, the glenohumeral osteoarthritis is an X-ray diagnosis. Donc, le diagnostic se fait par une radio. Our clinical diagnosis is a stiff shoulder, so they will also present in a similar way to a frozen shoulder with that loss of external rotation. And that's where the X-ray is really important, because that will either be normal in a frozen shoulder, or if it shows arthritis, that becomes the diagnosis. Donc, la présentation clinique va être similaire à une épaule gelée, donc avec une raideur au niveau des amplitudes. Donc, c'est là où la radio est importante, ce qui va être soit normal dans le cas d'une épaule gelée, soit vous permet d'identifier l'arthrose. So until they have an X-ray, you don't know if it's arthritis or not. You need the X-ray to confirm. Donc, avant d'avoir la radio, en fait, vous ne pouvez pas savoir si c'est de l'arthrose ou pas. C'est vraiment nécessaire d'avoir l'imagerie pour confirmer les diagnostics. Excellent. On va prendre une dernière question. Je pense, est-ce qu'elle immobilise après une luxation? Si oui, combien de temps? Et on me dit rotation interne ou rotation externe? Parce qu'on vient de faire la luxation. C'est une autre question. Non. Est-ce qu'après une luxation, elle recommande une immobilisation? Et si oui, combien de temps? C'est ce qu'elle vient de dire, non? C'est ce qu'on vient de faire sur les... The question is about after dislocation, do you... Non, là c'était arthrose gléno-humérale. Non. Non. La question là, c'est sur la luxation ou sur l'arthrose du coup? Sur la luxation. Sur la luxation, ok. Et De quoi? Tu viens d'y répondre? On en a parlé juste avant. Ah, ok. Just to make sure that the question was about dislocation and would you immobilize after dislocation, but you just answered the question before, right? Yeah, only for a few days, just for comfort. When they're comfortable, they start moving. Désolée, j'étais en train de faire des stories sur Instagram. C'est pas grave. Non, mais on répète comme ça, juste quelques jours après la luxation pour le confort du patient. Yes. Il n'y a pas d'intérêt à immobiliser plus longtemps. Yes. Ok. Last question then. Quelles sont les grosses différences entre une luxation antérieure et postérieure? En termes de but à atteindre, de gros principes de traitement. Et ça sera notre dernière question. Donc, les différences dans le traitement. Ouais. What are the main differences in the treatment for an anterior and a posterior dislocation? Yeah, the main difference is in the rehabilitation. For an anterior dislocation, you focus on the subscapularis, which is the primary restraint to anterior humeral head translation. And for posterior dislocation, you focus on the infraspinatus rehabilitation. Donc, la différence principale dans la rééducation, c'est que pour une luxation antérieure, on va se focaliser sur le subscapulaire, qui va être le muscle principal qui retient la tête de l'humérus en avant. Et pour une luxation postérieure, ça va être l'infraépineux, qui va être la cible principale. You have to make sure that, the difference usually with anterior instability, they feel more unstable in abduction and external rotation. So they have to have good proprioception and subscapularis
activation and strength at end range abduction, external rotation. I'll let you translate that one first. Donc, dans l'instabilité antérieure, généralement, ils vont se sentir le plus instable dans cette position-là, donc d'abduction, rotation externe. Donc, c'est là où vous allez devoir du coup renforcer surtout donc, le subscapulaire pour limiter cette sensation d'instabilité. And in the posterior dislocations, they tend to be more apprehensive in adduction and internal rotation. So that movement, and also in weight bearing. So those patients be careful about doing the weight bearing, the 4-point kneeling exercises, if they don't have good infraspinatus strength and control. Et dans le cas d'une luxation postérieure, ça va être surtout la position d'adduction-rotation interne qui va être compliquée à appréhender par le patient, ainsi que les exercices en appui sur le bras, donc exemple d'exercice à 4 pattes en appui sur les bras, qui vont être compliqués s'il n'y a pas un bon renforcement de l'infraépineux. And I think there was a question there about the atraumatic instability as well. I'm not sure if that was the same question, but You speak French? the atraumatic, sorry? You speak French now. I do. Yes. I do speak a little. I can understand some, but I can't speak it very well. But the atraumatic instability is, they can be very complicated, but generally they are more commonly the posterior instabilities where infraspinatus is very important. So the atraumatic are more about the posterior. Posterior instability is more common in atraumatic instability. Ok. Donc les instabilités non traumatiques peuvent aussi être assez complexes. Et ce qui va être le plus fréquent au final, c'est des instabilités postérieures, donc de l'infraépineux, et ces instabilités non traumatiques. Excellent. Thank you very much, Angela. I think we can stop here for tonight. Merci beaucoup à tous. On espère que ça vous a plu, ce webinaire avec Angela. Dites-nous en commentaire si vous avez appris des choses, si ça a répondu à vos interrogations. Voilà, je tente de télécharger cette vidéo, de l'uploader, etc. Je vous envoie le lien demain ou après-demain, je pense. Donc voilà, thank you very much, Angela. Thank you for your time. Thank you, everybody, for your excellent questions. Thank you, Flavio, for organising, and thank you, Nolan, for translating. My pleasure. Merci à tous. Vous pouvez remercier Nolwenn aussi, qui a eu un gros boulot ce soir de concentration et de traduction. Donc voilà, merci à tous pour vos questions. C'était très pertinente, c'est toujours très cool. Donc voilà, merci à toutes et à tous et très bonne soirée.